Et salut à tous, c'est M ton kiné, bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans cette nouvelle vidéo qui sera une fois plus un podcast. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai fait venir Jean-Phi, un spécialiste du disque intervertébral pour parler des douleurs de dos, mais surtout parce que j'en ai marre d'entendre n'importe quoi sur les réseaux sociaux sur le fait de oui ou non peut-on porter une charge lourde voire très lourde dos rond. Pour ça, il y a plusieurs écoles et avec Jean-Phi, on est clairement dans l'école de non, il ne faut pas porter dos rond, il faut garder une bonne posture et il faut garder une bonne technique pour ne pas se faire mal. Dans le podcast, on va parler pendant quasiment 1 heure et demie de comment fonctionne le dos, on reprend l'anatomie, comment fonctionne le disque intervertébral, qu'est-ce que c'est ce fameux disque intervertébral et pourquoi est-ce qu'il nous fait souffrir. Et après ça, on voit l'application en clinique et dans le milieu du sport. Est-ce que oui ou non on peut se pencher? Le teasing, c'est que nous, on pense que non, mais on vous explique évidemment tout ça dans cette vidéo, sachant que Jean-Phi est un spécialiste et qu'il a fait une thèse sur le fonctionnement du disque intervertébral. Une fois encore, n'oubliez pas que cet épisode est un podcast que vous pouvez retrouver sur la chaîne de podcast M ton kiné et posez-moi toutes vos questions sur ce sujet, sur le disque intervertébral dans les commentaires. Et enfin, dites-moi quel autre invité vous aimeriez voir sur ce podcast. Comme toujours, si vous voulez soutenir ma chaîne, merci de mettre un gros pouce bleu et surtout de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bon podcast à tous! Écoute, Jean-Phi, bienvenue sur ce podcast. Merci. Merci beaucoup de ton temps. Merci à toi de m'avoir invité aussi, hein. Ouais. C'est chouette. Pour commencer, moi je tiens à dire que on se connaît déjà depuis quelques temps. Tu m'avais soigné mon dos au cabinet et je t'avais en formation sur la méthode McKenzie. Mais surtout, en fait, j'ai écouté un podcast que je trouve génial. Ouais. Donc, si des gens vont aimer ce dont on va parler aujourd'hui, je vous invite à aller le voir. Je me rappelle jamais, c'est Cookie. C'est Cookie Cookie Podcast. Learning. Ouais, Cookie Parce que Learning. moi je suis fan de Cookie donc j'ai retenu que ça. Voilà, donc Cookie allez Learning. voir, ils ont fait 5 épisodes, je crois, avec Marco Gabucci. Marco Gabuti. Ouais. Exactement, qui sont extrêmement intéressants, beaucoup plus poussés que ce qu'on va faire, encore plus techniques. Mais si vous avez trouvé ça bien, ce dont on va parler aujourd'hui, et que vous voulez approfondir, allez les voir, allez les écouter. Ils sont géniaux. Merci. Avec grand plaisir. Pour commencer, Jean-Philippe, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Ouais, donc alors moi je m'appelle Jean-Philippe, donc je suis kiné, j'ai eu mon DE en 2008, donc ça commence à À remonter. pousser. Je commence à avoir des poils blancs dans la barbe. Je sais pas si c'est le signe de sagesse, mais donc voilà, j'ai été diplômé de l'école de Poitiers. J'ai été assez mordu assez vite par la mouvance McKenzie, donc j'ai fait toute la formation avancée aux États-Unis, et maintenant j'enseigne ce courant-là. Et en parallèle de ça, j'avais donc en parallèle de cette spécialisation clinique et de ce côté enseignement, Ouais. j'ai toujours été intéressé par la recherche, j'ai toujours voulu faire de la recherche. J'ai pas mal de potes qui sont chercheurs. Mon père en a fait un petit peu, donc je baignais un peu dans un milieu un peu scientifique depuis toujours. Et donc j'ai poursuivi après à côté, j'ai fait un master avec une université écossaise c'était un master plutôt orienté clinique avec plutôt pour le coup un peu éloigné de ce que j'ai fait en thèse, hein, parce que c'était plutôt sur les aspects psychocognitifs de la douleur, où j'ai eu 2 modules assez complets sur ça, sur l'éducation du patient, communication du patient, communication avec le patient, tous ces aspects-là, plus des modules de recherche. Derrière, j'ai intégré un laboratoire de recherche qui est sur le CHU de Poitiers, le laboratoire prismatique, qui est tenu par le professeur Égoire, donc un neurochirurgien qui fait beaucoup de recherches sur le rachis et la douleur persistante. Et 2 ans après, alors on a essayé de trouver des financements pour faire des projets de recherche. Malheureusement, j'ai essuyé pas mal d'échecs à ce moment-là. Et donc, j'ai voulu passer à l'étape d'après. Je voulais d'abord faire de la recherche clinique, mais comme je n'avais pas les financements, je n'ai pas pu. Et donc, je suis parti sur la recherche fondamentale. Et donc, sur la recherche sur... c'était pas le qu'est-ce qui marche, mais c'est plutôt pourquoi est-ce que ça marche. Okay. Et donc, partir sur l'étude de la mécanique du disque. Et donc j'ai été co-encadré avec le professeur Égoire et le docteur Arnaud Germano qui m'ont encadré pendant 3 ans sur la mécanique du disque. Donc c'était un encadrement via ce qu'on appelle l'Institut P', c'est le laboratoire CNRS sur le CHU de Poitiers, sur la fac de Poitiers. Ils ne sont pas sur le CHU. Okay. Et donc voilà. Donc là j'ai fini la thèse, je l'ai soutenue en décembre de cette année. 2021, voilà. Donc on peut clairement dire que tu es un expert du disque. Ouais, alors j'ai une expertise. Alors je sais pas si je suis expert, j'ai une expertise dedans. J'ai travaillé le sujet, j'ai approfondi le sujet, j'ai validé une thèse sur le sujet, donc je pense que j'ai des compétences dedans. Après, expert. Tu vois, ça c'est la sagesse de la barbe blanche, tu vois, où tu ne dis pas que tu es expert, mais que tu as des connaissances. Parce que ça dépend de quel critère on place. Tu vois, par exemple. Là, je sais que je suis en train d'écrire un projet de recherche que j'aimerais bien faire avec un Anglais qui a fait toute sa carrière sur la recherche du disque. Clairement, à côté de lui, moi, je suis un bleu-bite. Hein. L'athlète Non, c'est Michael Adams. Michael Adams. Non, l'athlète, lui, c'est plus un clinicien plutôt que. C'est pas un chercheur fondamental, c'est plus un clinicien.
Là, c'est vraiment la méca fondamentale. Et le gars, il a 300 papiers à son nom. Enfin, il est prof de fac. Enfin, c'est une légende du disque, quoi. Ok. Et là, pour le coup, oui, face à lui, moi, je suis un globite. Hein. Mais c'est sûr que par rapport à quand moi j'ai débuté à l'école de kiné, oui, c'est sûr que j'ai une certaine expertise. Mais voilà, c'est relatif. C'est relatif aux personnes à qui tu l'adresses, quoi. Ouais, ok. Donc, je pense avoir une expertise et des choses à dire. Après, voilà. On va voir ce que tu as à nous dire. Exactement, exactement. Du coup, pour reprendre de manière très simple et très rapide, donc le disque intervertébral, globalement, comment toi tu le décrirais pour une personne qui voit à peu près le dos, comment c'est fait? Bah, le disque, c'est la structure qu'on a entre les vertèbres. Hein. Ouais. C'est souvent décrit comme un amortisseur. Et donc, c'est vrai, il a un rôle d'amortissement entre les vertèbres. Donc, une structure qui est composée de 3 éléments. On en décrit tout le temps 2, mais en fait, il y en a 3. Donc on a l'anneau fibreux qui sert à tenir un peu tout en place et qui a un rôle de ligament actif en fait, qui limite un peu les mouvements dans toutes les directions. On a la partie centrale qui est le nucleus pulposus ou le noyau pulpeux si on fait la traduction française, qui est une structure un peu gélatineuse, riche en eau en fait et qui a des propriétés qui ressemble plutôt à un liquide en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est des propriétés incompressibles. C'est-à-dire que quand on essaie de le comprimer, on n'y arrive pas. Il se passe rien. Et donc c'est justement cette structure-là qui a vraiment le rôle d'amortisseur. Alors la transition entre le nucléus et l'annulus, c'est pas aussi franc que c'est décrit dans les livres, où on voit de belles limites. En fait, c'est plutôt il y a une zone de transition entre les deux. Et donc il y a des auteurs qui décrivent l'annulus interne comme étant une structure séparée. Et enfin, on va avoir les plateaux vertébraux. Donc, pour ceux qui ont un peu quelques connaissances d'anat ou ceux qui n'en ont pas, il suffit d'ouvrir le livre d'anatomie. En fait, c'est la petite couche de cartilage qui est entre le disque et la vertèbre. Et ça fait partie du disque, ça ne fait pas partie de la vertèbre. D'accord. C'est de par les insertions de fibres qu'on a, les propriétés métaboliques et les propriétés mécaniques. En fait, c'est une structure qui est propre au disque. Donc, en fait, on a annulus, nucléus, plateau. Si on est vraiment précis, on a annulus interne aussi, qui est un peu un mixouille des deux. Quoi. Voilà, donc grosso modo, c'est les structures qu'on va avoir. Ok. Et donc ça, comme tu disais, qui a plutôt un rôle d'amortissement. Ouais, entre autres. Enfin, c'est un de ses rôles. Entre autres. Globalement, ça, comment ça bouge? Moi, par exemple, en IFMK, j'avais appris le truc classique, un savon entre 2 assiettes ou autre chose. Est-ce que ça bouge vraiment comme ça? Ouais. Alors, sur les disques jeunes, alors, en fait, il faut savoir que ça bouge sans doute pas de la même manière pour tout le monde, en fait. D'accord. Là, à travers la thèse, j'ai été amené à faire une revue systématique de littérature sur justement les études de mécanique qui évaluent comment est-ce que le nucléus se déplace ou se déforme dans le disque en fonction des contraintes qu'on va lui imposer. Et il semble assez clair que chez des sujets jeunes sans pathologie du disque, il semble clair que le nucléus se comporte comme on a appris à l'IFMK. C'est-à-dire que quand on fait de la flexion, le nucléus a tendance à se déformer et ou se déplacer vers l'arrière. En extension, c'est l'inverse. Donc ça, on a fait une méta-analyse des proportions, on est à 85% à peu près de gens qui se comportent comme ça. Donc il y a quand même 15% qui sont sujets sains et sans pathologie, chez qui ça ne se comporte pas tout à fait comme ça. Alors dans l'ensemble, il y en a quelques-uns qui se comportent à l'opposé. Alors on va savoir pourquoi. Et il y en a qui, en fait, ça ne bouge pas. Ça reste relativement fixé. Plus on vieillit, plus le nucléus va se déshydrater. Alors, dans une certaine mesure, ça va rester quand même une structure qui est quand même relativement gélatineuse. S'il n'y a pas de pathologie, ça va rester gélatineux à peu près longtemps, mais quand même un peu moins hydraté. Donc, ça fera moins de la pâte de dentifrice, ça fera plus un dentifrice un peu plus solide, là, qui commence à devenir un peu séché. C'est pas sec, mais ça commence à être un peu plus sec, quoi. Et là, on a moins de données sur ça. Ça a été moins étudié. En laboratoire de méca, c'est-à-dire que sur segment cadavérique, clairement, vu ce qu'ils arrivent à faire, ça je pense qu'on va en parler après, vu ce que les gars arrivent à faire, donc à faire sortir les disques, à faire sortir le nucléus de disque sur certains mouvements, il semble clair que ça se déplace. Mais par contre, on n'a pas d'observation directe dans l'IRM avec des gens sains. Ça fait partie des choses que j'aimerais bien mettre en place dans les prochaines années, si j'arrive à garder l'activité de recherche à côté. Donc voilà, donc ça colle plutôt pas trop mal. Donc là, on comprend bien maintenant un petit peu quel tissu, comment ça bouge. Et en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est là et on en parle? C'est parce que ça reste quand même une des causes des douleurs de dos chez nos patients. Ouais, en effet. C'est une structure qui est innervée, donc qui est capable de transmettre de la nociception. Donc il y a des récepteurs qui sont capables de détecter les stimulations importantes, qui sont potentiellement à même de générer des douleurs, d'être interprétés par notre système nerveux comme étant un danger ou un problème et donc déclencher la douleur. Donc ça existe.
C'est une structure qui est capable de faire certains types de pathologies. Et donc nous, on va se concentrer sur plutôt des pathologies plutôt mécaniques Ouais. qui sont retrouvées plus chez les sujets douloureux que chez les sujets non douloureux. Mhm. Il y a des liens vraiment assez bien faits qui ont été montrés il y a des études qui ont été vraiment bien faites qui, quand on va stimuler l'intérieur du disque suffisamment fort chez des sujets en bonne santé, on déclenche de la douleur. D'accord. Si on fait la même chose sur des sujets qui ont des douleurs qu'on appellerait discogéniques, donc qui sont vraiment liés à un problème de disque, ça fait vachement plus mal. D'accord. Il y a clairement, on sait que c'est une des sources de mal de dos. C'est pas la source, Ouais. il y a d'autres sources, mais c'est une des sources de mal de dos. Et dans ce qu'on retrouve un peu dans les études qui sont plutôt pas trop mal faites sur le sujet, c'est que chez les sujets vraiment qu'on appellerait de quatrième ligne, donc les sujets qui sont en centre antidouleur, vraiment avec Bien tapé. on est à 40% à peu près. D'accord. Donc c'est probable que dans les sujets de première, deuxième et troisième ligne, comme nous on a plus souvent, Au donc cabinet. première ligne c'est première intention, deuxième ligne c'est après le généraliste, et troisième ligne c'est après le chirurgien. D'accord. Troisième ligne c'est chirurgien et quatrième ligne c'est centre antidouleur. Voilà, donc nous au cabinet, on voit des premières et deuxième lignes. On voit première ligne un peu de plus en plus, et on devrait en voir de plus en plus normalement. On voit surtout du deuxième ligne, un peu de troisième ligne, et de temps en temps du quatrième ligne. Ça dépend comment s'appelle le profil de cabinet qu'on a. Mais il est probable que dans les premières, deuxième et troisième lignes, on ait plus. Parce que dans les patients qui ont des douleurs qui persistent autant pour tomber dans les centres antidouleurs et tout, il y a quand même il y a souvent d'autres paramètres qui se mettent en place. Et donc on retrouve moins de problèmes structurels chez ces patients-là. Mais par contre, quand même chez 40%, ça a été objectivé de manière claire et nette. Là, c'est de la science bien dure, ça. Ok. Ouais, donc ça reste un bon motif quand même de consultation chez nos patients lombalgiques qu'on retrouve au cabinet. Exactement, ça reste un bon motif de consultation. Ok. Et est-ce qu'il y a un âge qui prédispose plus à des problèmes de disque? Ouais, clairement. Quelle population? Alors, contrairement à ce qu'on croit, on pense que c'est souvent un problème de vieux. Pas nécessairement, c'est plutôt un problème de milieu de vie. C'est-à-dire que le pic de prévalence qu'on a sur les chirurgies pour hernie discale, par exemple, c'est une des pathologies mécaniques du disque, c'est autour de 40 ans. Donc, on retrouve nous, on s'y approche, mec. Attention. On s'y approche. C'est vraiment l'âge, en fait, sur la courbe de Gauss, là, c'est le pic, là, il est 35-45 ans, quoi, grosso modo. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire avant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire après, mais quand même, la probabilité d'en faire, c'est là où on arrive aux âges où il y a le plus de risques d'en faire. Avant, le disque, il peut en faire, ça peut arriver, mais c'est moins fréquent, et il a des propriétés qui font qu'il est moins à risque. Et après, il a des propriétés qui font qu'il est moins à risque aussi. En fait, c'est que les propriétés mécaniques du disque et les propriétés biologiques du disque sont variables c'est pas que ça fluctue, c'est qu'elles évoluent. Voilà, elles évoluent en fonction de la vie. Et il y a un moment où il y a une combinaison qui fait que on est plus à même de s'en faire. Mais après, on peut se faire des problèmes de discopathie, de hernie discale beaucoup plus jeunes. On peut se le faire à 20 ans. Et il y en a qui peuvent se le faire à 70 ans. Ça arrive. Mais c'est pas le plus fréquent. Ok. Et de la même manière, est-ce qu'on a retrouvé des prévalences sur des modes de vie, des professions ou des sports sur les pathologies discales? Tu sais ça ou pas? Alors, comme ça, je sais pas. Je pourrais pas trop. J'aurais peur de dire une connerie si je dis quelque chose. Donc, tu peux nous le dire. Je botte en touche. Alors, je dirais. Il me semble. Il faudrait que je te file le nom pour que tu puisses mettre en. J'ai une revue systématique, je ne me rappelle plus du nom. Je te le ressors après la vidéo. Qui regarde vraiment les métiers où il y a vraiment du port de charge et où il y a de la charge lourde. Il me semble qu'il y a une association qui a été retrouvée avec hernie discale, avec hernie discale et conflit disco-radiculaire. Donc, ce n'est pas la simple hernie discale, c'est l'hernie discale qui fait des symptômes dans la jambe avec potentiellement un avis chirurgical à prendre. Donc là, il y avait une association, il me semble, et qui était dose dépendante, mais à vérifier. Donc peut-être que je te dirai de mettre un petit commentaire disant que je me suis planté. Aucun souci, voilà. C'est pas un problème. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il en est des facteurs génétiques? Parce que là, il y en a. Ça a été pareil. On arrive à savoir que même si on ne peut pas dire toi tu l'auras, mais c'est quoi? C'est des gènes qui font que la probabilité que tu aies des problèmes disco sur le long terme sont plus importants? Alors ouais, alors disons qu'empiriquement on le voit clairement. Donc dans la pratique clinique, tu as des gens qui à 20 ans, qui à 25 ans sont tapés 3 hernies discales.
c'est absolument totalement improbable d'un point de vue, par rapport aux stats qu'on a habituellement. Donc là, on peut vraiment supposer soit qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui ne va pas du tout, ou alors il y a une prédisposition. Donc ça, c'est clairement retrouvé chez... Moi, je vois beaucoup de patients qui ont des problèmes de dos et beaucoup de patients qui ont des problèmes de disque, parce que je travaille avec pas mal de chirurgiens. Et les chirurgiens avec qui je travaille, ça, c'est quelque chose qu'ils voient bien. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit en clinique. Maintenant, sur le côté scientifique, il y a des études qui ont été faites qui montrent une association entre discopathie et hernie discale, clairement. Par contre, l'ampleur que ça prend, c'est pas encore clair. Les méthodes qui ont été utilisées dans ces études-là, elles sont discutables sur certains points, et donc les proportions annoncées sont sans doute un peu surestimées. D'accord. Et encore une fois, c'est pas encore une fois, c'est que la recherche telle qu'elle est faite en musculo-squelettique, on a un peu le parent pauvre de la recherche. La recherche qu'elle vend en poupe, ça a toujours été l'infectio. Ouais. Donc là, il y a du pognon pour ça. Et les prix Nobel, ils sont tous bactériologues ou infectiologues ou biologistes, c'est ça. En 2, il y a cardio-cancéro. Ouais. Là, c'est les deux autres domaines de recherche où là, pareil, on peut gratter du fric et tout. Le musculo-squelettique, c'est loin derrière. Okay. Parce qu'après, tu as la dermato, tu as la gastro, etc. Enfin, tu as toutes les autres spécialités qui passent et nous, on est vraiment on est vraiment les derniers. Donc, il y a le volume de connaissances qu'on a sur le dos, si on compare proportionnellement à ce qu'on a sur la cardio, c'est ridicule, mais vraiment ridicule. Donc, on a plutôt des pistes que réellement des certitudes. Et il semblerait que, oui, il y a de la génétique, on le voit en clinique, il y a des études qui pointent vers ça. L'ampleur que ça a, quel gène pose problème, est-ce qu'on pourrait profiler les gens à l'avance, etc. On est très très loin. Ouais. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible, mais il faudrait des moyens pour le faire. Et une dizaine, quinzaine d'années de recherche. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas. Mais clairement, oui, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de chance. C'est comme ça. Et quand tu me dis que ça, c'est quoi? On arrive à l'objectiver à l'imagerie sur des gens qui ont plus de protrusions, plus de... Bon, en fait, c'est juste des présentations cliniques qui arrivent beaucoup plus tôt, en fait, et c'est pas logique, quoi. Enfin, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est le gars qui va consulter pour la 3e fois un chirurgien qui a eu 2 opérations pour une discale, la rebelote, il en a une autre sur 2 fois sur le même étage, 1 fois sur un autre étage au-dessus. Enfin, ça peut arriver. Disons que dans certains cas, il peut y avoir des conditions qui font qu'on rechute d'une hernie discale. Il y a des rechutes sur les hernies, sur l'opération, mais là, quand tu arrives à 3 fois 25 ans, ça commence. Et ça, des profils comme ça, il y en a. Et là, il y a probablement. Enfin, on peut vraiment supposer qu'il y a ça. Mais par contre, on est sur la supposition, on n'est pas sur la certitude, encore une fois. Et là, on parle de hernie discale. Est-ce qu'on pourrait différencier un petit peu les différentes pathologies qu'on peut trouver dans le disque? C'est que nous, les patients au cabinet, ils utilisent des mots un peu à tort à travers. J'ai une hernie, j'ai une sciatique, j'ai un bombement, je lis le compte rendu, c'est bizarre, ça ne correspond pas. Il y a plein de choses. D'un point de vue des pathologies, est-ce qu'on pourrait catégoriser ça peut-être en pathologie discale? Donc évidemment, on ne va pas parler aujourd'hui de tout ce qui va être inflammatoire, etc. On a dit que ça, on mettait de côté. Donc, les pathologies discales, grosso modo, on a. Toutes les discopathies, c'est une grande famille qui veut dire que le disque, il y a un truc qui pose problème dans le disque. Donc, on va avoir ce qui est observable à l'IRM. Ce qui est observable à l'IRM, on a vraiment on a 3 grandes familles. On a tout ce qui va être la famille des hernies discales. Donc la famille des hernies discales, en fait, la définition d'une hernie discale, c'est un déplacement local de matériel discal en dehors de l'espace intervertébral. Donc ça fait très. Donc en fait, on imagine que si on fait un cylindre qui est matérialisé par toutes les vertèbres, normalement le disque il est contenu dans ce cylindre-là. Il ne sort pas de dehors. Donc un déplacement en dehors de cet espace-là, ça peut être considéré comme une hernie discale si le déplacement il est local, c'est-à-dire que le déplacement doit faire moins de 25% de la périphérie du disque. Donc c'est un petit bout de disque qui sort. Ce n'est pas le disque qui s'étale, ça va être autre chose. Et ça, c'est asymptomatique, ça, ce truc-là. L'hernie discale, elle pose peu de problèmes si elle ne va pas titiller la racine. Si elle commence à titiller la racine, là, souvent, ça pose problème. Je fais des grandes généralités, mais dans l'idée, c'est ça. Dans les hernies discales, après, il y a plusieurs familles. Il y a les protrusions, il y a les exclusions, il y a les séquestrations, il y a les migrations. Enfin, il y a vraiment toute une catégorie de hernies. Et ça va dépendre de leur forme. En fait, une protrusion, c'est une hernie dont la base est plus petite que la hauteur. C'est juste la forme. Ça, je maîtrise. L'exclusion, c'est une hernie dont la base est plus petite que la hauteur. C'est juste la forme. 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 C'est juste la forme
Non, protrusion, c'est base plus grande que la hauteur. Mhm. Exclusion, c'est base plus petite que la hauteur. C'est juste une histoire de géométrie. Migration. Alors, attends, non. D'abord, il y a séquestre. Ouais. Donc, séquestration. La hernie, elle a plus de contact avec le disque. D'accord. Elle est Ouais, complètement détaché. Un bout de disque en dehors. elle est détachée. Donc, c'est un cas particulier d'exclusion. Mhm. Et après, il y a la migration. Donc, la hernie, elle est plus en regard du disque. Elle est montée ou elle est descendue. Ok. Donc là, c'est les types de hernie discale qu'on va avoir, qui peuvent être présentes chez les gens asymptomatiques, Ouais. comme présentes chez les gens asymptomatiques. Alors quand même, généralement, il y a quand même une association positive avec la douleur quand même. Hein. C'est la plupart du temps, on retrouve ça chez des gens symptomatiques. On retrouve moins fréquemment chez des gens asymptomatiques, mais parfois on peut le voir. Mm. Euh, Ça, on va revenir, je vais en parler juste après. Mais, Ouais. Le deuxième truc qu'on va avoir, c'est toute la catégorie des dégénérescences discales. Enfin, et ça, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. C'est un terme assez fourre-tout où on met plein de trucs dedans. Ouais. Même par exemple, les hernies discales, des fois, ça rentre dedans. Et alors que pour moi, c'est vraiment autre chose. La dégénérescence discale, c'est le disque qui a un peu activé le mode autodestruction. Mais en fait, c'est un problème de dérégulation du métabolisme qu'on a au niveau du disque. Et en fait, les cellules du disque, au lieu de sécréter du collagène et des protéoglycanes pour avoir du disque, en fait, elles se mettent à sécréter ce qu'on appelle les métalloprotéinases, qui sont des enzymes qui vont détruire le collagène et détruire les protéoglycanes, notamment les protéoglycanes. C'est surtout ça qui est important. Et donc, le disque, au fur et à mesure, il perd de l'eau. Okay. Les protéoglycanes, c'est ce qui permet au disque d'avoir de l'eau. Mmh. Donc, le disque, il se déshydrate, mais beaucoup plus qu'avec l'âge. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. Okay. Et surtout, comme il n'a plus l'eau qui permet de maintenir le côté amortisseur, le disque, il commence à s'étaler. Il perd en hauteur. Il perd en hauteur, et comme il s'étale, le nucléus, il se met à bomber sur les côtés. Okay. Ça, il y a une petite association qui est moins forte qu'avec les hernies discales, mais il y a une petite association avec la douleur. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que les critères radiographiques pour identifier ça, et ça a été vraiment une grosse découverte de ma thèse, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet, je ne le savais pas. Mais en fait, le mécanisme, les critères radiographiques, c'est perte de hauteur du disque et ou perte de brillance du nucléus. Okay. Et en fait, il y a une échelle en 5 grades. Et en fonction à quel point de la brillance la brillance du nucléus en phase T2, donc l'IRM, la séquence d'IRM qui fait ressortir le nucléus en blanc, c'est ce qu'on appelle la séquence T2. Et au début, le nucléus va devenir gris, puis noir, puis après le disque il commence à perdre de la hauteur, etc., etc. Mais en fait, le problème, c'est que le vieillissement fait aussi perdre de l'eau au disque. Et donc dans les premiers stades, pour différencier une pathologie d'un vieillissement, on n'est pas capable. D'accord. Et on regroupe tout sous le terme de dégénérescence, et ça c'est le problème. Mais si tu le vois chez un gamin, une personne de 30 ans, tu peux te dire que c'est une vraie dégénérescence et que c'est pas seulement lié à l'âge. Ça peut commencer à arriver. D'accord. Il peut y avoir, toi, le disque L5 et S1, il peut commencer à avoir des signes. En fait, un disque qui commence à vieillir, à changer son métabolisme à l'âge de 14 ans en fait. Oh putain, on est mal. On est déjà mal. Ok. Mais vraiment, à 14 ans, le métabolisme est vraiment changé. Après 18-19 ans, il a déjà un métabolisme de vieux en fait. Okay. Mais par contre, il perd pas. Si tu as une dégénérescence avancée, c'est-à-dire que tu es sur les derniers stades où tu as le disque qui est complètement tassé, qui a perdu totalement sa hauteur et tout, chez quelqu'un de 20 ans, oui, ça, c'est pas normal. Ouais. Ça, là, tu peux être sûr. Si tu as juste le nucléus qui a commencé à devenir gris, voire noir, et ça, les radiologues le classent en dégénérescence, tu peux pas trop savoir. D'accord, ok. Sachant qu'il y a plusieurs processus pathologiques dedans qui peuvent donner qui peuvent aboutir à ce dérèglement métabolique. Il y a la fracture des plateaux vertébraux, ou il y a la fissure de l'annulus fibrosus, c'est-à-dire que l'annulus fibrosus se déchire et le nucléus peut plus ou moins partir dedans et plus ou moins, s'il part complètement dedans, ça fait l'hernie discale. Mais là, c'est le stade, on va dire, avant l'hernie discale. Quand on ne le voit pas encore à l'IRM, le disque n'est pas suffisamment déchiré pour permettre une migration importante du nucléus dedans et donc déformer la partie postérieure de l'annulus qu'on verrait à l'IRM et donc qui donnerait l'hernie discale. On est juste sur un stade un peu avant, mais ça peut faire mal. D'accord. Pas dans tous les cas, mais ça peut faire mal. Et ben, ça tombe bien que tu en parles parce que là, on a bien vu les différentes pathologies discales. On parle de pathologie, mais qu'est-ce qu'il en est derrière de la douleur? Et là, je te parle de une dont on entend beaucoup parler, mais de deux études dont je ne me rappelle plus l'auteur, mais que tu connais. Merci. Et norvégien ou finlandais, je crois. Et alors, en ce moment, les kinés adorent utiliser cette étude, qui est que globalement, plus tu es vieux, plus on voit des hernies, plus on voit des bombements et des dégénérescences. Et ça, d'ailleurs, on l'a vu sur des études sur les épaules aussi, par exemple, où on voyait des tendinopathies et qui étaient de plus en plus nombreuses chez des patients sans douleur avec l'âge. Mais du coup, comment… toi, tu nous as quand même dit, et ça correspond à la deuxième étude du même auteur, que
même si tu peux les avoir sans douleur, plus tu en as, plus tu augmentes le risque d'avoir des douleurs. C'est ça. Et du coup, nous, quand on fait une imagerie ou pour des patients ou autre chose, comment savoir si quand j'ai mal, et du coup, même quel est l'intérêt de l'imagerie, si globalement, tu l'as, mais tu peux ne pas avoir mal, et puis globalement, si tu l'as, il y a plus de chances que tu aies mal. Ça, c'est une très très bonne question. Et alors, en fait, qui me prendrait 3 jours à répondre. En fait. Et c'est parti. En fait, alors déjà, le premier truc, c'est que déjà, on a tendance à voir l'IRM comme un outil de diagnostic. Non. Pour le disque, en tout cas pour le pathologie de la colonne, non. L'IRM tel qu'il est fait à l'heure actuelle en pratique courante, c'est-à-dire les séquences pondérées T1, T2, j'ai découvert ça par éclater. J'ai tout un chapitre où j'ai travaillé avec des chercheurs en IRM pour créer des séquences, pour justement voir ce qui se passe dans le disque, etc. etc. Et j'ai découvert tout le monde merveilleux de l'IRM. Et en fait, ce qu'on utilise, tel que c'est utilisé en pratique courante, ça ne prend pas grand-chose. En fait, c'est même des images de très mauvaise qualité. L'exemple, ce serait comme si tu avais un appareil réflexe de ouf, le truc professionnel, de dingue, etc. Et tu utilises un seul mode. Même pas le mode automatique, parce que le mode automatique, lui, s'adapte. Tu prends un mode, c'est tout pour tout. Que tu fasses du macro, du portrait, du paysage, etc. Forcément, les qualités de tes photos, elles vont en pâtir. Et bien là, ça en pâtit réellement beaucoup, en fait. D'accord. Sachant que, alors c'est peut-être pas être très gentil pour les radiologues, excusez-moi, mais l'IRM, en fait, on peut tout voir dans l'IRM à partir du moment où on met du temps dedans. C'est-à-dire que les séquences qu'on utilise par exemple en recherche, là, moi, elles prennent vachement de temps. Donc là, on est en train d'essayer de les réduire pour que ça tombe dans une logique de terrain, plus clinique en fait. Alors, ce sera encore de la recherche, mais plus clinique. Mais les séquences telles qu'elles sont faites en T1, T2 pondéré, c'est rapide, c'est fait vite pour qu'il y ait pas mal de patients, parce que mine de rien, en libéral, la machine, il faut l'amortir. Et donc, voilà, donc il y a un peu, je pense, des mauvaises pratiques avec l'IRM. Et surtout des mauvaises interprétations qu'on en fait derrière. C'est-à-dire que quand tu vois un disque, comme j'ai dit, quand tu vois un disque qui commence à dégénérer chez quelqu'un, tu sais pas si c'est parce qu'il a pété les pointes vertébraux, tu sais pas si c'est une fissure dans l'anus parce que ça tu le vois pas à l'IRM, ou en tout cas pas avec les IRM conventionnels. Si tu vois que le disque qui commence à sortir, est-ce qu'il est en conflit avec la racine? Et surtout, parce que le conflit avec la racine, tiens regarde, donne-moi ton bras. Est-ce que, tu pourras dire avec les autres, à ceux qui regardent la vidéo, est-ce que vous voyez la différence entre ça et ça? Est-ce que toi tu sens la différence entre ça? Moi je sens la différence de pression que tu es en train de mettre, mais visuellement c'est la même chose. Et donc ce qui va poser problème dans le cas d'un conflit disco-radiculaire, d'une hernie qui appuie, c'est la pression qui est mise sur le nerf. Et là, là je pense que vous n'avez pas vu la différence vous à la vidéo. Par contre, toi tu as senti la différence. Et ça l'IRM n'est pas capable de le mesurer. Donc en fait il y a plein de... c'est un examen qui est imparfait. Mais comme n'importe quel test qu'on a, on sait que tous les tests cliniques ont des limites. L'IRM a des limites, il faut le connaître, il faut le voir. Maintenant, l'intérêt de faire passer des IRM aux patients, ou des IRM ou n'importe quel appareil, ou n'importe quelle autre imagerie, parce qu'elles ont tous des avantages et des inconvénients. Disons que la question c'est si le patient n'a pas d'imagerie, est-ce que le fait de faire passer une imagerie va changer ma pratique avec ce patient-là? C'est ce qu'on va se poser comme question. Parce que j'ai un doute, parce que j'ai besoin peut-être d'un avis médical, peut-être parce que... Et en fait, là pour le coup, si ça va changer ta pratique, parce que c'est un patient que tu dois réorienter ou autre, là ça devient intéressant. Un patient il y a des guides de recommandation pour ça. Quand tu as une douleur radiculaire, donc une douleur qui descend dans la jambe avec picotement, fourmillement, les 8 premières semaines, c'est pas nécessaire. Passé 8 semaines, il y a besoin de faire une imagerie. Pourquoi? S'il n'y a pas d'amélioration. Pourquoi? Parce qu'on doit vérifier que c'est bien une hernie discale qui appuie sur le nerf. Et pas une tumeur. Et pas une tumeur, exactement. Toi, c'est des trucs à la con, quoi. Et les guides sont plutôt bien faits sur ça. Sur une lombalgie non spécifique, c'est 3 mois avant de passer une imagerie. Et respecter ces délais-là, c'est bien. Et dans ce cas-là, moi, si ça m'arrive, je dis au patient, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas une autre merde derrière, que c'est bien ce qu'on pense. Parce que grosso modo, qu'on ait une hernie discale, qu'on ait l'IRM qui monte l'hernie discale ou qu'on ait l'examen clinique, la plupart du temps, moi, le patient qui a passé l'IRM parce que ça a été prescrit, qu'il veut absolument le faire, etc., et qu'il a tous les signes cliniques d'une hernie discale, je le sais avant, et je m'amuse à faire une prédiction avec lui. Je dis, je parie que vous aurez, allez, L5S1 ou L4L5. Là-dessus, j'ai 95% de chance de trouver juste, et c'est bon. Ça et tu passes pour un génie. Voilà, exactement. Alors que là, je fais un peu l'escroc, quoi. mais voilà, là, dans ce cas de figure-là, ça sert pas. Par contre, ça sert à vérifier qu'il n'y a pas une autre merde derrière. Après, quand on est sur des patients chez qui ça avance pas, ça progresse pas, etc., et qu'on doit passer à un mode de prise en charge qui est plutôt pluridisciplinaire, avec potentiellement le chir, les premiers trucs à vérifier, c'est est-ce qu'il n'y a pas des trucs pour le chir, quoi. Après, il y a certaines présentations cliniques, comme certains spondylolisthesis, on a besoin de savoir s'ils sont stables ou instables.
C'est-à-dire que pareil, le spondylocystis, on le voit chez des sujets asymptomatiques, on le voit chez des sujets symptomatiques. Chez les sujets asymptomatiques, dans moi, ce que je pense qui pose problème, mais ça n'a pas été bien évalué, ça pourrait faire l'objet d'un super master, ça. C'est qu'en fait, il y a des clichés dynamiques pour vérifier la stabilité du spondylo, c'est-à-dire flexion-extension, on regarde la translation de la vertèbre, et il y a des critères radiographiques qui peuvent déterminer ça. Les chires avec qui je travaille regardent vachement ça, justement, parce que pareil, un spondy, tu peux ne pas le voir sur une séquence normale, et tu le vois sur la séquence dynamique. Et pour le coup, ce qui pose problème, là, c'est le côté instable du spondy. Et là, tu as besoin d'avoir l'imagerie pour confirmer. Donc si tu suspectes, si tu as un patient qui a avec une imagerie de spondy, toi tu suspectes d'après l'examen clinique, ça ressemble quand même bien à ça. Dès que tu le mets en extension, tu le fusilles, tu le mets en flexion, tu l'améliores un peu, mais sans vraiment que ça change beaucoup. Pour le coup, la confirmation de ça, si ton travail de renforcement ne marche pas, la suite logique à faire, c'est faire la stab, quoi. Donc, et donc le chir, il fera le truc. Donc là, ça pourrait être utile. Ouais, donc là, en fait, vis-à-vis des imageries, on pourrait dire que globalement, elles sont souvent passées trop tôt. Beaucoup trop tôt, ouais, clairement. Elles sont souvent passées dans un but diagnostique, alors que l'examen clinique est, on peut dire, tout aussi efficace. Ah ouais, tout aussi efficace. Enfin, par rapport à l'IRM, clairement. Ouais. Tout aussi efficace. Ouais. Et par contre, et là je vais taper sur les kinés, mais je vais me taper dessus en même temps, peut-être aussi que les kinés ne sont pas assez bons pour savoir dire, ok, mon patient, il me dit ça, moi j'arrive à voir ça, donc il a telle pathologie. Ouais. C'est ça. Il y a sans doute de ça aussi. Mais je sais que moi, le processus de raisonnement diagnostique, raisonner alors c'est un peu un modèle de probabilité. Tu fais monter la probabilité d'avoir ça ou descendre la probabilité d'avoir ça. En fait, ça, c'est un truc que j'ai appris vraiment avec des kinés anglo-saxons. Tu en parlais tout à l'heure, c'est avec Marc Laslett que j'ai appris ça. En tout cas, sur le rachis. Dans d'autres régions, il y a Chad Cook aussi qui fait ça beaucoup. Et ça, c'est ce modèle de raisonnement. En fait, ça, je l'ai appris à posteriori. Alors, après les écoles de kiné. Là, je pense que maintenant, les étudiants, là, ils en ont de plus en plus des cours comme ça. Donc, c'est en train de, ce retard est en train d'être travaillé. Mais ce raisonnement diagnostique-là, quand il est utilisé correctement, avec les bons tests, avec la bonne logique, dans beaucoup de cas, tu n'as pas besoin de faire l'imagerie. L'imagerie, elle arrivera vraiment dans un second temps si tu as vraiment un doute, échec, ça évolue pas comme ça devrait évoluer, tous ces trucs-là. Mais voilà. Et après, il y a un autre truc qui, je pense, tu parlais du raisonnement diagnostique, mais il y a aussi la lecture d'imagerie, où ça, je pense qu'on n'a pas été formé correctement. Moi, je sais que là, je le découvre avec la thèse, là, avec le chapitre d'imagerie, j'ai pas mal découvert, et là, j'essaye de vraiment discuter avec les chirurgiens, à regarder les trucs et tout, pour apprendre à lire et à voir quand ça merde et quand ça merde pas. Il y a quand même des nuances, il y a quand même des subtilités, c'est comme tout. Le radiologue, lui, il décrit juste, en fait. Il fait le truc et il décrit. Je sais que la lecture d'une imagerie faite par un chir par rapport à une lecture d'imagerie faite par un radiologue, c'est souvent pas la même chose. Ils regardent pas les mêmes trucs, ils ont pas la même lecture, et ça devient... c'est plutôt de l'imagerie clinique, là. Et là, ça devient intéressant. Et ça, tu vois, ça, on ne sait pas faire. Alors que je pense qu'on pourrait être très, très bon là-dedans. Je pense qu'on pourrait vraiment être bon là-dedans. Et ce serait intéressant de voir justement de réinterpréter les imageries avec les douleurs ou pas du patient, avec un regard plus mécaniste. Mettre en concordance la photo, entre guillemets, à intenter, avec l'interrogatoire, les plaintes, ce qu'on trouve, etc. L'examen clinique et la mécanique derrière. Et ce que font plus les chirurgiens, en tout cas les chirurgiens qui bossent bien et qui ont vraiment un vrai raisonnement avec les patients, qui ne sont pas en mode bistouri entre les dents, eux, vraiment, il y a ce vrai raisonnement. Et d'ailleurs, de plus en plus, les chirurgiens commencent à compléter, en tout cas ceux que je connais, commencent à compléter les imageries par des modèles aussi, ce qu'on parlait tout à l'heure, là, les modèles éléments finis, où on regarde la répartition des contraintes en fonction de la forme, de la forme du disque, etc. Ils commencent à regarder ça. Ok. Oui. Je suis désolé. Je vais prendre Ok. Et vis-à-vis de ça, toi, est-ce que tu penses que dans nos études de kiné, on devrait dans ce cas-là beaucoup plus former à ça ? Alors, beaucoup plus. Je pense que ce serait intéressant d'avoir une formation, mais une formation, pas simplement... Parce que moi, on en a eu à l'école de kiné où tu as le radiologue qui vient t'expliquer tous ces trucs. C'était imbitable. Franchement, c'était chiant. Et surtout, c'est que ça ne me servait à rien. Non, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est pas un cours magistral avec ça, mais c'est plutôt vraiment
ouais, je dirais imagerie clinique, c'est-à-dire que tu as le patient avec la présentation clinique, machin, l'IRM ou l'imagerie, et on met en concordance, on regarde les trucs, on essaie de voir quand on a ça chez un patient et quand on l'a pas. Ok. C'est plus une forme de compagnonnage encore, Ouais. mais c'est comme le diagnostic en fait. Enfin, si tu fais un cours théorique dessus, c'est hardcore. C'est pas hyper fun, ouais. Franchement, c'est hardcore. Ouais. Tu passes par des stats, tu passes par des probas. Enfin, alors moi, j'adore ça. Moi, je suis un peu geek, j'adore les maths, donc moi, j'aime bien. Mais je sais que ça peut être un peu rebutant. Mais quand tu le fais en compagnonnage sur le terrain, ça devient beaucoup plus fun et beaucoup plus intéressant en fait. Ok. Donc tu vois, il y aurait une réflexion à faire sur l'intégration de ça dans le parcours de formation. Je pense que ce serait intéressant. Sur le fond, je pense qu'il y a besoin. Après, la forme, elle est à réfléchir pour que ce soit pertinent et pas une usine à gaz. Ok, ça marche. Donc on vient de voir un peu qu'est-ce que c'était un disque, comment ça évolue globalement avec le temps, l'intérêt ou non de l'imagerie, Ouais. et au final ce qui compte c'est surtout un bon examen clinique. Maintenant, est-ce que tu aurais, on va dire, un guide de bonne pratique pour bien faire vieillir son disque? Tu vois, on dit que c'est plein d'eau, est-ce qu'il faut être bien hydraté, le rôle de non. l'activité physique, les trucs à éviter, est-ce que tu aurais, tu vois, comme ça deux, trois. J'aurais. Bon, mis à part d'avoir des bons parents pour la génétique, c'est le point numéro 1. Ça, il faut bien choisir ses parents. Ça, c'est le premier truc. Et après, au-delà de ça, au-delà en fait, de la génétique, il y a aussi ce qu'on fait quand on est gamin. Et ça joue pour beaucoup. J'ai dit tout à l'heure que les disques qui commençaient à prendre un métabolisme du vieux autour de 14-15 ans, Ouais. et allez, 18, 19, 20 ans, là ça y est, on a vraiment un métabolisme du vieux. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le nombre de cellules dans le disque chute de manière très importante. Mhm. Il est assez élevé quand on est gamin et ça chute assez vite pour arriver à un taux relativement faible quand on a 18, 19, 20 ans. Et ça restera à peu près le même taux toute notre vie après derrière. Ok. Et donc en fait ces cellules… Je coupe, on sait pourquoi, on sait l'expliquer. Alors c'est probablement lié à la vascularisation du disque. Ok. Alors c'est à plusieurs choses en fait, c'est sans doute lié à plusieurs choses. Déjà, les premières cellules qu'on a dans le disque, c'est les cellules de notochorde. Donc là, il faut remonter au cours Ouais. D'embryo. cours d'embryo, c'est une espèce de tube qui donne l'axe pour le développement embryonnaire. En fait, ce truc-là, en fait, ça va donner le nucléus en fait après. Et chez les gamins, on retrouve dans les analyses qui sont faites sur les disques de gamins, on retrouve des cellules notochordales, des grosses cellules. On en trouve plein. Donc c'est peut-être parce que c'est un reliquat de la notocorde et qu'elles sont là encore, elles sont encore là. Mais progressivement, elles sont remplacées par des cellules de chondrocytes, donc des plus petites cellules qui ont un métabolisme un peu plus bas. Et la régression de l'un vers l'autre, c'est pas tout à fait clair encore. Est-ce que celle-ci meurt et tu en as d'autres qui arrivent, ou est-ce que celle-ci se différencie en chondrocytes? C'est pas clair. Mais je pense qu'il y a on bénéficie quand on est gamin de ce reliquat de cellules-là qui progressivement diminue. Et après, le deuxième truc, c'est que le disque, il est un peu vascularisé quand on est gamin. On retrouve des traces de vaisseaux sanguins qui peuvent être assez loin dans le disque. Et après, ça régresse. Et c'est une structure qui devient avasculaire. D'accord. Et une des raisons pour ça, elle est peut-être biochimique en fait. C'est une des hypothèses qu'il y a, c'est que les protéoglicanes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les molécules qui attirent l'eau dans le disque. Elles ont aussi un effet anti-croissance pour les nerfs et pour les vaisseaux sanguins. D'accord. Et il est probable que, comme la concentration en protéoglycanes augmente pour avoir un disque qui est capable d'amortir, l'effet secondaire, c'est que ça dévascularise le disque. Et on a des pressions qui sont vraiment importantes dans le disque, et les vaisseaux sanguins, ça n'aime pas les endroits où il y a de la pression. Donc c'est les deux possibilités qu'il y a. Et en fait, donc en fait, ça veut dire que c'est une structure qui s'adapte peu. Qui s'adapte, ça peut s'adapter, mais peu et très lentement. Donc en fait, le meilleur truc à faire, c'est capitaliser sur la jeunesse. Quand tu as encore des vaisseaux sanguins dans ton disque. Quoi. Exactement, et quand tu as beaucoup de cellules qui sont actives et qui ont un métabolisme assez élevé. Et ça, j'ai entendu deux des gros experts du disque le dire. Il n'y a pas de preuve formelle dessus, sur ça. Ça n'a pas été étudié, parce que ce serait un truc qui serait vraiment compliqué à étudier, ça, de voir l'effet de l'activité physique chez les gamins par rapport au vieillissement. Ça pourrait se faire, mais ce serait un peu compliqué. Mais deux des plus gros experts sur le disque que je connais, donc c'est Michael Adams pour l'un et c'est Bellavi son nom, son prénom, je ne sais plus. Je l'ai lu dans une revue systématique, enfin dans une revue narrative du second et dans un podcast qui a été fait par le premier, où ils disent clairement il y a tout qui nous laisse penser que le disque s'adapte surtout quand on est jeune et on capitalise beaucoup sur ça. Et donc en fait, les gamins, il faut qu'ils bougent, chutent, courent, qu'ils sautent, qu'ils mettent de la contrainte. Que ça tape comme ça, Surtout, c'est qu'il y a zéro risque sur le disque à cet âge-là. Ouais. Clairement, c'est une hernie discale avant 14 ans, c'est anecdotique. Et à 14 ans, c'est même. Il faut surtout penser
à une pathologie génétique ou une merde. Ou t'as pris un bus, quoi. Ouais, et encore, tu vas péter. Je Tu pètes la vertèbre avant. je pense que les vertèbres pèteraient avant le disque à cet âge-là. Donc en fait, donc là, ils peuvent y aller. Ils bouger, courir, sauter, porter le cartable, ramasser des trucs. Tu vois, faut que ça stimule. Faut que ça bouge, il faut que ça stimule. Ok. Et après, une fois qu'on est plus vieux, alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de bouger. Non. Non, au contraire, les possibilités d'adaptation sont plus faibles, mais elles existent. Le disque peut s'adapter. On sait qu'il s'adapte très bien aux contraintes en compression. Contrairement à ce qu'on croit, on pensait que par exemple courir, ça tassait les disques parce qu'on était de la compression dessus. Faux. Au contraire, les cellules qu'on a dans le disque sont des cellules qui s'adaptent très très bien à la pression et qui sont activées par la pression en fait. C'est-à-dire que quand il y a de la pression, elles adorent ça et hop, elles se mettent à travailler. Quand il n'y a pas de pression, elles ne travaillent pas. Enfin, moins bien. Donc en fait, il faut qu'il y ait de l'activité. Courir, sauter, marcher, clairement ça joue. De manière générale, et là je veux dire un truc qui plaira peut-être pas à tous les Aucun problème. à toutes les personnes qui sont actives sur les réseaux, c'est qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent qu'on ne s'adapte pas à des contraintes statiques. On s'adapte à des contraintes, et ça c'est valable pour tous les tissus conjonctifs, on s'adapte à des contraintes dynamiques. Donc c'est le mouvement qui va faire adapter, pas la posture. Donc par exemple, être assis avachi, on n'a pas d'adaptation à être assis avachi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adaptation du corps à ça. Au niveau du disque, ou même des ligaments ou autre chose. Structure, c'est tissu conjonctif. Ça c'est l'activité des fibroblastes en fait. C'est la lignée des cellules du disque, c'est des lignées fibroblastiques. Ouais. Et les cellules fibroblastiques activent un métabolisme catabolique, donc plutôt destructeur, quand elles sont stimulées en statique. Par contre, en dynamique, ça marche. Est-ce que ça pourrait expliquer aussi un peu ce courant où en ce moment on arrête de faire des étirements statiques purs et on est en train de faire de plus en plus d'étirements un peu plus dynamiques? Ça pourrait expliquer aussi? Peut-être. C'est une supposition, hein, mais peut-être. En tout cas, de ce que tu nous dis, ça paraîtrait pas incohérent. Ouais, voilà. Oui, ce serait pas illogique. Après, quand je dis statique, pour activer les fibroblastes en mode catabolique, c'est statique. C'est une demi-heure, 1 heure. Quoi. Donc t'es pas sur un étirement, t'es plus sur une posture de travail ou autre chose. C'est ça. C'est plus ça que réellement l'étirement. Donc je pense qu'il y a peut-être d'autres mécanismes. Je pense derrière ça. Mais voilà. Donc bouger, clairement, ça va être une très bonne chose. Et bouger dans toutes les directions sans exclusion. C'est-à-dire que extension, flexion, glissements latéraux, rotation. Donc faire du sport de manière générale, que ça bouge, c'est une bonne chose. Après, on va voir les amplitudes de mouvement. Ça, je sais qu'on va en parler un petit peu après, donc je laisse un petit peu en suspens. Je vais rester Quel teasing. je vais rester vague sur le mouvement, mais du mouvement. De manière générale, on sait que le disque, en fait, le matin, au réveil, il est un poil plus, je mets beaucoup de guillemets, fragile. Ouais. C'est pas une fragilité dans le sens où tu vas le péter comme ça, c'est juste que comme c'est une structure qui est hydrophile, elle a tendance à attirer l'eau, c'est protéoglycane encore une fois, mais cet effet hydrophile est contrebalancé par la pesanteur. Donc quand on est debout, il y a le poids de tout le corps qui s'appuie sur les disques, et donc ça a tendance à faire sortir l'eau. Les protéoglycanes veulent faire entrer, le poids fait sortir l'eau, et donc il y a un moment ça s'équilibre à peu près. La nuit, quand on va dormir, ou quand on va dormir, ça dépend si tu as pris une grosse cuite et que tu vas te coucher après. Bref, après avoir passé 6-7 heures allongé, pendant 6-7 heures, tu n'as pas eu le poids du corps qui s'est appuyé sur ton disque. Donc le disque s'est gorgé de flotte. À ce moment-là, la pression dans le disque est plus importante. Et ça peut être vraiment important. C'est-à-dire que ça peut monter vraiment beaucoup plus fort. Donc comme la pression est plus importante, la structure est plus sous pression. Quand tu vas la contraindre, elle est plus raide. Et comme elle est plus raide, elle est plus à même de rompre. Donc en fait, ça veut dire que dans l'heure qui suit le lever, c'est pas le moment d'aller charger comme un sourd. Et attention, c'est pas faire des salutations au soleil le matin, c'est pas ça. Enfin, se pencher en avant, tu peux te pencher en avant le matin, tu vas pas te péter le disque en te penchant en avant. Par contre, c'est pas le moment d'aller te taper le max en deadlift, par exemple. Tu es dans l'heure qui suit. Donc ça, c'est surtout valable. Moi, je sais que quand je faisais du sport en club, quand je faisais des stages de prépa ou des trucs comme ça. Les mecs qui se lèvent au dernier moment. C'est ça, moi, j'étais un peu, je faisais partie un peu de ces gars-là. Les branleurs. La muscu était souvent le matin et la muscu, allez, à 9h, on est dans la salle de muscu, tu te lèves à 9h moins 5. Quoi. Et bon, là, ça, typiquement, ça c'est du comportement à risque. À éviter.
C'est juste, tu la cales. Si tu es le coach ou le préparateur physique, tu essaies de caler ça un peu plus tard. Ou dans le PDK, tu te forces à te lever plus tôt. Ouais, mais ça, c'est compliqué. Avec les Moi, sportifs. c'est ce que je fais, par exemple, tu Ouais. vois. On en a déjà parlé, moi j'ai des problèmes de dos, mais je sais que si je dois aller m'entraîner le matin à 7h, Ouais. je pourrais me lever à 6h45 et être à la boxe Ouais. à 7h, mais non, je vais me forcer à me lever quasiment à 6h Ouais. et de rester debout, de marcher un peu, de faire Ouais. ce que j'ai à faire chez moi, Parfait. pour me dire, ok, bah voilà, là, même si à la boxe, il me dit, ok, aujourd'hui c'est max en deadlift, mon dieu, ça va me saouler, Ouais. mais je me dis, bah au moins, la probabilité que je me fasse mal va être plus faible parce que ça fait déjà 1 heure que je mets un peu de pression dans mon disque, quoi. Ça, ce serait le comportement à avoir. Mais par exemple, ça peut être aussi valable, et ça, j'en parle dans le podcast de Cookie Learning, ça peut être valable pour des travailleurs du BTP, par exemple, Ouais. qui vont charger fort. Si les mecs, ils n'ont pas passé les 1 heure, 1 heure et demie debout ou en charge, assis aussi, ça va, parce que tu as quand même le poids du corps, mais où tu es verticalisé, où tu n'es pas allongé, et tu fais le gros œuvre dans tes jeux, ça peut poser problème. Donc en fait, ça peut être aussi des bonnes habitudes, ça peut être des conseils qu'on De peut travail. donner et orienter. Et là, on a un lien direct entre la mécanique et la biologie du disque et la clinique, clairement. Donc ça, voilà, donc là, ou pas, déménagement, tu vois. En plus, le déménagement, c'est une activité qui est souvent exceptionnelle, Ouais. où tu vas porter lourd, longtemps, et dans des positions pas forcément adaptées. Et si tu attaques, et généralement tu attaques le matin, et si tu fais les déménagements… Tu commences pas par les coussins, tu commences par la machine à laver. Exactement, et si tu déménages à la coloc de tes potes, ils commencent avec les croissants de Cronenbourg dès le début, et donc tu commences à faire des trucs, et tu fais pas forcément gaffe et tout. Là, par exemple, c'est ça. Donc idéalement, tu vois, si tu vas faire un déménagement, il faut te lever depuis 1 heure, 1 heure et demie avant, quoi. Ok. Ce serait pas mal, quoi. Enfin, ce serait même bien. Ou alors tu commences pas par le gros œuf d'entrée de jeu, quoi. Ok. C'est des choses, je pense, intelligentes à faire. Est-ce que ça s'échauffe un disque? Non, non, je pense pas. Enfin, en termes, c'est pas au sens où on l'entend au niveau muscle, non. C'est vraiment, c'est ce côté, il faut rétablir un peu, faut diminuer un petit peu la pression au sortir d'une position allongée longtemps, mais il n'y a pas, je pense, d'échauffement. Ouais. Je pense que le bien-être qu'on a, par exemple, moi je sais que j'aime bien, avant de taper un haut dans CrossFit, j'aime bien, tu te fais des flexions, des extensions, Ouais, tu tu tords bouges un dans peu tous les sens, ouais. Et ça, je pense que c'est pas le disque que tu échauffes, c'est plus tu réveilles un peu la muscle. carcasse du vieux Ouais. qui commence, Tout le système Qui a- musculo-tendineux peut-être Ouais. plutôt que… qui a eu quelques pètes et qui a besoin de se mettre en route. Et je pense que c'est plus ça Ouais, que vraiment le disque qui s'échauffe. ok. Voilà, Ok. t'as peut-être un effet neuro aussi, enfin bref, c'est plus ça que le disque. Ok. Et je le disais, mais à moitié en rigolant, boire de l'eau, c'est un truc que moi j'ai déjà entendu dans ma formation en ostéo par exemple. Non, ça c'est ok. Non. Bien que ce soit une structure riche en eau, on s'en fout un peu. Non. L'eau, elle l'apprendra où elle doit l'apprendre. Autant que la Et- Cronenbourg, quoi, de ce sujet. Exactement, non, ça n'aura pas d'effet. Enfin, pour le coup, il y a peu de. Alors, ça n'a pas été testé directement, personne n'a fait, Ouais. mais il y a peu de chances que ce soit ça. Ouais, donc actif très jeune dans tous les sens et globalement rester actif tout le temps dans tous les sens. C'est ça. Il n'y a pas de position magique ou particulière ou autre chose. Non, être actif. Je pense que après tout dépend ce que tu veux faire. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien présenter ça aux sportifs que j'ai en soins. Il y a un équilibre à trouver entre la capacité et la demande. Donc il y a ce que tu vas demander à tes structures, il y a ce qu'elles sont capables de faire. Et grosso modo, le disque, comme c'est une structure qui a un métabolisme faible, enfin relativement lent, les variations, ça ne va pas aimer. Et donc en fait, c'est-à-dire que je suis sédentaire, puis allez, je me suis fait engueuler par ma copine, ou je me suis engueulé par mon mec si je suis une nana, ou je me suis fait engueuler Ou si je suis un mec, hein. oui, Ah là là, c'est vrai, attention. c'est vrai. Ou je suis un mec, ou enfin bref. Je me suis fait engueuler, quoi. Voilà, je me suis fait engueuler par mon conjoint parce que je fous rien et j'ai commencé à faire du gras. Ou je me suis fait engueuler par le toubib parce que Je fais du foie gras. j'ai 40-45 ans, je commence à avoir de l'hypertension, je commence à faire du foie gras, etc. Je me dis bon allez, je me reprends en main, c'est parti, je vais à la boxe de CrossFit. Tous les jours. Et en fait, je trouve que c'est bien et donc j'y vais tous les jours comme un âne et ça va pas aimer. Ça, clairement, ça va pas aimer. Et donc là, ça risque… Là, on est à risque vraiment de péter. Et d'ailleurs, en CrossFit, il y a la ribambelle de ceux qui pètent après 2 mois de CrossFit. Ouais. C'est ceux-là, généralement. Ouais. Et après, on dit ouais, le CrossFit, c'est mauvais, etc. Non, c'est que les gars, là, la manière dont c'est géré, sachant qu'en plus, le CrossFit, il y a un truc particulier qui pousse à la performance, qui est un peu vicieux, qui est bien parce que ça motive, Tout à fait. mais qui est un peu vicieux parce que ça pousse à la performance sur des phases. Sur les débutants, pour moi, un débutant, il reste débutant jusqu'à 1 an et demi, quoi. Enfin, 1 an et demi, quoi. Hein. Avant de sortir de la case débutant,
et lui dire on peut commencer à lui enlever les freins qu'on met en termes de technique, en termes de charge, etc. Et avant ça, moi je serais vraiment pas chiant, mais en fait, chiant. ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, en fait, c'est vrai pour toute blessure. Ouais. Une tendinopathie, tu vois, quoi qu'il arrive, si tu en fais trop vite, trop fort, tu vas te péter. Mais on va dire que la particularité du disque, c'est long. Il va s'adapter beaucoup plus lentement. Ouais. Et le mec, il va progresser en deadlift ou en squat, et du coup, il va se sentir, parce que au niveau musculaire, au niveau gainage, il va vachement progresser. Mais son disque, lui, il va pas évoluer aussi vite. Non, et c'est un petit peu ce qu'on a sur les tendons aussi. Ouais, exactement. C'est que musculairement, le muscle en lui-même s'adapte vite, le tendon va s'adapter moins vite, et donc il y a un moment, tu vas pas être limité par ton manque de force, mais parce que ton tendon, il va devenir douloureux parce que tu en fais trop. Et le disque, c'est pareil, mais encore plus lent. Ouais, et ça, c'est un truc qui est vachement difficile à comprendre pour les sportifs, parce que moi, quand je les reprends, je leur dis on va faire ça, ils me disent mais non, mais c'est trop facile. Je dis non, gars, là, on raisonne pas en muscle, en cardio, en fatigue, en fatigue ressentie. On fonctionne, enfin, on raisonne en mécanique sur ta structure. Et là, on commence à raisonner différemment. Et ça, c'est un truc qui est hyper dur. Parce que dès que tu fais du sport, moi, j'en fais pas mal, toi aussi, je pense. Et putain, on a du mal à ralentir. Bah ouais, c'est dur. Et donc, moi, quand les patients, je les ai en face de moi, je sais comment ils sont. Et je sais que c'est dur. Et donc, à la rigueur, je lui dis, à la rigueur, si tu veux te rentrer dedans derrière, rentre-toi dedans sur le rameur ou rentre-toi dedans sur le ski air ou sur la course ou sur le vélo elliptique. Mais on essaye de faire un peu de substitution à côté parce que voilà, en termes de disque, un an et demi, ça reste un délai qui est court, qui est, je pense, un peu minimal pour espérer avoir vraiment quelque chose, une vraie adaptation au truc. Passer un an et demi, alors après, il y a les problèmes techniques à vérifier, mais en même temps, quand on prend un sport comme le CrossFit, de toute façon, il y a tellement de techniques à avoir, tellement de trucs à voir, que de toute façon, je pense que tu n'as pas assez d'un an pour faire l'haltéro correctement et la gym correctement, donc tu n'as pas à charger avant, dans tous les cas. J'ai envie de dire, c'est comme ça, c'est réglé. Mais voilà, il faut pas se mettre il faut se mettre dans une logique. Faut pas se mettre dans une logique de performer avant au moins 2 ans, quoi. C'est ça, quoi. Parce qu'il va falloir laisser du temps à ton disque pour s'adapter. Mais pour savoir sur quoi il s'adapte, c'est quoi? C'est la quantité de mouvement, c'est la charge, c'est l'amplitude? C'est pas encore très clair, ça. Là, clairement, alors il y a des choses sur lesquelles il va s'adapter. Donc on sait que le mouvement, la pression et tout ça, ça le fait s'adapter. Le contrainte statique, ça ne le fait pas s'adapter. Mais bon, ça, dans le sport, on n'en a pas des contraintes statiques, donc ça sort. Et après, alors on sait qu'il y a certaines gammes de vibrations sur lesquelles il ne s'adapte pas, mais ça dans le sport on ne les aura pas, donc ça dégage. Et globalement, en fait, on va avoir 2 types de cellules dans le disque. On a les cellules de la partie interne du disque, donc nucléus et annulus interne, qui sont des chondrocytes, qui eux s'adaptent à la pression. Et on a les cellules de l'annulus externe, qui sont plutôt des cellules qui s'adaptent à la tension, en fait. Donc au mouvement dans toutes les directions. Et l'autre, c'est plutôt quand ça comprime. Donc un, ce serait peut-être plutôt la charge et l'autre plutôt la fin d'amplitude? Non, même pas. Je pense que parce que la fin d'amplitude, ça